Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire qui est en direct de Lyon cet après-midi, on vous retrouve Franck Ferrand pour cette émission publique depuis les Halles Paul Bocuse. Bonjour Franck. Et oui, bonjour Céline, nous sommes non seulement en direct mais en public, vous allez l'entendre à l'instant même. Oui. À Lyon, la vraie lumière ne vient pas d'en haut mais d'en bas, disait Frédéric Dard. Elle est pourtant en vérité diffuse dans les brumes, montant des brotteaux, éclatante au bout de ces passages qu'on appelle les traboules, vibrante au long de quais superbement bâtis. Le jour, la belle lumière nacrée du Lyonnais nimbe les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse. La nuit, elle explose, surtout à partir de ce soir et jusqu'à lundi, à l'occasion de ces illuminations qui longtemps ont été spontanées. Ces illuminations qui marquent ici la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre et depuis quelques années attirent plus de 3 millions de papillons humains vers quelques 65 000 points lumineux dont certains très spectaculaires. Nous allons en parler dans un instant. Lyon, c'est la confluence de la Saône et du Rhône, de la soie et du papier peint, de Guignol et de Paul Bocuse. Monsieur Bocuse, emblème d'un savoir-vivre, d'un savoir bien manger qui s'épanouit ici dans ces halles où nous sommes, où vous trouverez tout le savoir-faire pour le traditionnel mâchon. Vous savez, le casse-croûte de la rosette et du Jésus, des quenelles, du gras double, du tablier de sapeur. On a goûté tout ça tout à l'heure. Et du brochet sauce nantois et de la cervelle de canut et du boudin aux pommes et des volailles de Bresse aux écrevisses ou demi-deuil. La capitale des Gaules est aussi et d'abord notre capitale gastronomique. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Bonjour Georges Kepenekian, vous êtes adjoint à la culture, c'est vous qui vous occupez des grands événements de la ville et donc notamment de cette fête des Lumières qui attire maintenant, on me disait ce matin, près de 4 millions de curieux, de personnes qui viennent s'émerveiller. À quelques-uns près, c'est juste, c'est en tout cas beaucoup de monde qui viennent durant ces 4 jours. C'est une des fiertés de la ville et puis des Lyonnais qui sont contents aussi de venir. Vous faisiez tout à l'heure une petite description de la ville. Aujourd'hui, les familles reçoivent leurs familles qui viennent d'ailleurs pour dire mais tu peux nous recevoir, on voudrait visiter la fête des Lumières. Oui, donc tous les Lyonnais ont quelqu'un chez eux, là, on va dire, alors pendant ce week-end. C'est ce qui explique aussi la fréquentation de la fête. Alors on a tous les hôtels qui sont complets à 70 km à la ronde. Qu'est-ce qu'on peut voir au cours de ces fameuses illuminations qui, depuis maintenant une dizaine d'années, sont devenues un événement international? Tout à fait, et repérées comme telles par certaines presses qui faisaient le top 10 des grands événements du monde. Eh bien, je crois qu'on peut voir d'abord ce qui est une manière d'être ensemble dans la ville, parce qu'on est serré un peu quand on déambule, et c'est aussi une manière d'être solidaire, de marcher ensemble dans une très grande sérénité, dans une ville dont les lumières publiques vont baisser un peu, pour mieux mettre en évidence le travail des artistes sur les lieux, sur les différents lieux patrimoniaux. C'est une manière de aussi redécouvrir sa ville pendant ces 4 jours, la découvrir aussi dans un silence feutré, puisqu'il n'y a plus de voitures dans tout le secteur qui est donné aux artistes. Bonjour Bruno Benoît, vous Bonjour. êtes historien de Lyon, vous êtes professeur à Sciences Po Lyon et vous êtes auteur notamment du Roman de Lyon, qui est un livre extrêmement bien fait où l'on se repère par thème et par période dans cette histoire foisonnante, extraordinaire. Alors, pouvez-vous nous dire d'où viennent ces illuminations? Quelle en est l'origine? Bon, les illuminations, il ne faut pas confondre le 8 septembre et le 8 décembre. Alors voilà, au départ, c'est 8 septembre. C'est le 8 septembre. Le 8 septembre, c'est en effet la naissance de la Vierge. Et Lyon a des liens particuliers depuis 1643 avec la Vierge. Donc Lyon aime, célébrer cette Vierge qui protège la ville.
Et en effet, la Révolution venant perturbe ce culte de la Vierge. Et en 1852, on lance l'idée que pour le 8 septembre 1852, on pourrait faire quelque chose en l'honneur de la Vierge, puisqu'il y avait une statue qui doit être mise sur la petite chapelle de Fourvière. Mais il se passe des intempéries, l'atelier des fondeurs est inondé par le Rhône. Bref, tout ça va mal et l'archevêque reporte, on cherche une date et on dit mais pourquoi pas le 8 décembre, puisque le 8 décembre c'est la conception de la Vierge. C'est la conception de la Vierge et les Lyonnais se préparent, déjà on était préparés en achetant des petites lumières comme on faisait à l'époque pour honorer cette fête. Et ce 8 décembre 1852, nous sommes déjà dans le Second Empire, ça commence mal, un temps brouillasseux, pluvieux, bref. Mais la journée, la Vierge veille sur Lyon, ça se dégage et la statue est mise sur la chapelle. Et en effet, dans cette sorte d'adhésion populaire dans un monde où il y a le peuple qui peut manifester en l'honneur de la Vierge, peut-être aussi un peuple lyonnais qui essaye de manifester peut-être sa contestation, mais ça on pourra en discuter. Ça démarre et le 8 décembre est né. Ce jour-là, c'est un jour. On est un jour le 8 décembre. Alors c'est évidemment, tout ça a pris une extension considérable. Aujourd'hui c'est devenu une sorte d'événement artistique, il faut le dire. Oui. Il y a une véritable création. C'est un travail d'un grand nombre de créateurs qui d'ailleurs sont quasiment en émulation. J'ai pas dit en concurrence, mais il y a une forme d'émulation, Georges Kepenekian. Oui, bien sûr. Je pense que c'est une fête de l'innovation aussi, la création et l'innovation, puisque vous savez que nous profitons de tous les moyens technologiques, des évolutions de la lumière, ce que des entreprises mettent au service. Mais il y a une saine émulation entre les artistes et des artistes venus d'autres disciplines que la lumière. Tout cela pour faire un événement éphémère pendant 4 jours, encore une fois, pour embellir cette ville et lui donner une autre couleur pendant tous ces jours. Alors l'histoire de cette ville, puisque nous sommes aujourd'hui au cœur de l'histoire de Lyon, nous allons la revivre ensemble en partant du commencement, bien entendu. On va parler, avant de Lyon, de Lugdunum. Franck Ferrand, 14h. Le cercle des poètes disparus avec l'acteur Robin Williams. Et on vous retrouve Franck Ferrand en direct et en public depuis les Halles Paul Bocuse à Lyon. Et oui Céline, alors ce Maurice Jarre était lyonnais, bien entendu. Son père d'ailleurs s'occupait de la radio lyonnaise, André Jarre, et puis il est le père de Jean-Michel Jarre, bien entendu. Il y a comme ça un certain nombre de Lyonnais qui sont devenus des célébrités mondiales, Georges Kepenekian. Oui, mais il y en a beaucoup, mais vous savez qu'on a eu aussi un très grand maire qui était Édouard Herriot, bien sûr. Qui a gouverné la ville pendant près de 52 ans ou 54 ans. Et un autre très grand maire que j'ai eu la chance de connaître, qui était Raymond Barre, assez extraordinaire aussi dans son genre. Donc des hommes, mais vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, Lyon ne se revendiquait pas. À Lyon, on a une grande réserve, on n'est pas coutumier d'aller s'exposer trop. On dit volontiers que le bien ne fait pas de bruit à Lyon. Et je crois que cette confrontation entre tradition et modernité, et la fête en est cet exemple, nous amène par devers nous peut-être finalement, en faisant ce que nous faisons avec un savoir-faire, un attachement à aussi faire vivre les Lyonnais mieux tous les jours, et bien finalement ça rayonne. Alors, Lyon, cité romaine, cité impériale, cité de tradition italienne. Il faut qu'on revoie un peu tout ça, Bruno Benoît. Au départ, donc, cette cité romaine, on est dans le 1er siècle avant notre ère. Oui, alors, si vous me permettez, je dirais que Lyon a 3 naissances. La première, c'est la naissance en moins 43, quand Lyon est fondé par Muniatius Plancus, un lieutenant de Jules César, durant la guerre des Gaules. Ça, c'est la naissance de cette ville, confluence, ville d'entrepôt, ville commerciale, avec en effet cette colline de Fourvière qui va être le Forum lyonnais. La deuxième naissance, c'est l'année 177, quand les chrétiens sont mis... 177 de notre ère. De notre ère, oui. Quand les chrétiens sont mis à mort dans l'amphithéâtre des Trois Gaules, le pied de la Croix-Rousse, et où là, c'est la naissance de la spiritualité lyonnaise, dont le catholicisme est une des bases fondamentales, pas le seul. Et la troisième naissance, c'est 1793,
quand Lyon est réprimé par la Convention, avec le fameux décret du 12 octobre, Lyon n'est plus, et qui fait naître ce que j'appelle, moi... Quand vous dites Lyon n'est plus, on la débaptise même. On la débaptise, en effet. Lyon, en effet, s'appelle commune affranchie. Et cette commune affranchie, on devait la détruire, mais comme d'habitude, il n'y a pas d'argent pour payer ceux qui la détruisent. Donc elle reste à peu près en place, à part les immeubles de la place Bellecour. Et on fonde, on peut dire, autour de ce drame, de ce que j'appelle le deuxième martyrologe de l'histoire lyonnaise, fonde ce qu'on a cette... je dirais centralité politique, ce modérantisme à Lyon, qui fait qu'à Lyon, on est à peu près à mi-distance entre les extrêmes. Alors il y a eu, bien entendu, avant cette révolution terrible, il y a eu des moments très importants. Je vais dans un instant parler de la Renaissance, de celle que Rabelais appelait Mirlingue la brumeuse. Pourquoi la brumeuse d'ailleurs ? Il faut dire que ce caractère de Lyon brumeux a collé à Lyon jusqu'aux années 70-80. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le Rhône et la Saône. Il y avait les marais de la Dombe qui faisaient qu'il y avait une évaporation, il y avait de l'humidité. Et ce côté brouillasseux de Lyon qui faisait qu'on se perdait parfois dans certaines journées, qui faisait dire à Pagnol qu'à Lyon, il fallait en effet avoir une lampe pour se repérer, et a disparu quand on a construit les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires ont permis de changer le microclimat lyonnais qui est devenu une ville de lumière. Alors il y a au XVIIe siècle le vœu marial, ça c'est quand même très important aussi, cette dimension religieuse d'une cité où l'on trouve le primat des Gaules après tout. En effet, ça a été défini au XIe siècle. Au XIe siècle, Lyon, l'évêque de Lyon, l'archevêque de Lyon, se définit comme primat des Gaules. Mais à l'époque, Lyon n'est pas dans le royaume. Et voilà, Lyon fait partie du Saint-Empire romain germanique. Exactement. Donc, il est évident que les rois de France contestent à Lyon ce rôle de primat des Gaules, puisque Lyon est dans l'Empire, comme vous le dites. Donc, il faut attendre, en effet, Philippe le Bel et le début du XIVe siècle, quand Lyon est réintégré au royaume, pour que Lyon devienne vraiment la primatie des Gaules. Quand on parle de Lyon, évidemment, on parle de la soie, des soyeux, de toutes ces étoffes extraordinaires, avec ce musée d'ailleurs dont je conseille la visite à tous nos auditeurs. C'est une chose tout à fait extraordinaire. Et on parle aussi, bien sûr, des canuts et de leur révolte. Alors là, vous me poussez à bout là. Les canuts, en effet, c'est un terme 19e. C'est pas un terme du 18e, c'est un terme 19e. Et la fameuse révolte de 1831, la fête du mois de novembre 31, c'est une révolte qu'il faut relire aujourd'hui grâce aux documents, grâce à une manière d'aborder l'histoire nouvelle. Les canuts sont plutôt des hommes d'hier qui se révoltent dans ce qu'on peut appeler une émotion urbaine, non pas dans une vision politique comme certains, comme je pense à Karl Marx, voudraient que cette révolte soit l'antichambre de la lutte des classes et nous amène à 1917. Alors nous allons faire un petit saut en arrière puisque la période dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est cette période extraordinaire de la Renaissance où Lyon est une capitale commerciale, une capitale financière et où son rayonnement va commencer. On peut dire qu'aujourd'hui, cette extraordinaire fête des Lumières est un peu, d'une certaine manière, la lointaine descendante de cette extraordinaire époque. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et vous êtes Franck Ferrand, toujours en direct et en public des Halles Paul Bocuse à Lyon. Et vous allez nous parler justement de Lyon à l'époque de la Renaissance. Et oui, nous disions tout à l'heure, Céline, que pendant très longtemps, Lyon avait été une ville du Saint-Empire. C'était une ville impériale, au moins jusqu'au XIIIe siècle. Et puis, il y a cette révolte d'une partie de la bourgeoisie lyonnaise contre ses chanoines et contre son archevêque. Et tout ça, évidemment, comme assez souvent, c'est le roi de France qui va tirer les marrons du feu. Et c'est Philippe le Bel qui, en l'occurrence, va s'assurer de la souveraineté française sur Lyon et sur le Lyonnais. On est là en 1307, mais il ne faudrait pas croire que ça se fasse très facilement pour autant. Dès 1310, il y a de nouveau une révolte, et cette fois la révolte elle n'est plus du tout orientée vers les chanoines, ou en tout cas plus seulement, elle l'est contre la monarchie française et contre le nouveau souverain en quelque sorte. L'archevêque va accepter de traiter avec le roi de France, il va céder par le traité de Vienne, on est là en avril 1312, la souveraineté pleine et entière sur la cité de Lyon et sur ses dépendances, et à ce moment-là, un certain nombre de mesures sont prises par la monarchie française pour faciliter le commerce à Lyon. Il ne faut pas oublier que les bourgeois lyonnais, les négociants sont très importants, et le privilège royal va permettre aux Lyonnais de tenir notamment des foires 2 fois par an à partir de 1420, des foires qui ensuite se tiendront même
4 fois par an. On est dans le quartier Saint-Jean. Ce sont des foires extrêmement importantes où l'on va voir affluer, bien entendu, des marchands qui viennent du côté français, mais aussi des Italiens, des Allemands, des Suisses. Quand je dis des Italiens, ils sont essentiels, car c'est par la présence d'un certain nombre de familles italiennes, et notamment des familles de banquiers, les Bonvisi, les Gondi, les Caponi, les Salviati, les Guadagni, etc., qui vont donner à Lyon son rayonnement de grande place financière. Et il ne faut pas oublier que Lyon joue même un rôle important dans l'histoire même de la finance et de la banque. C'est par exemple à Lyon qu'a été établie la première lettre de crédit. Et je vous avais parlé à propos de Bruges de la toute première bourse du monde. Eh bien, c'est à Lyon que se situe la toute première bourse de France. Donc, une activité financière de négoce. Lyon est une sorte de plaque tournante. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est l'endroit où viennent s'installer les rois de France lorsqu'ils sont en guerre en Italie. Et les guerres d'Italie qui vont coûter si cher au royaume par ailleurs sont pour Lyon une véritable bénédiction. On voit la cour s'y installer. Et même après Pavie en 1525, et j'avais eu l'occasion de raconter ça dans un livre qui s'appelait Les Fils de France, je m'étais bien amusé à montrer à quel point Lyon était devenue la ville principale du royaume. Même après le désastre, la régente, Louise de Savoie, la mère de François Ier, se trouve ici, à Lyon. Donc, un très grand rayonnement à ce moment-là, avec bien entendu la construction d'hôtels particuliers extraordinaires à Saint-Jean et dans la partie nord de la presqu'île, avec le nouvel Hôtel-Dieu, l'hôpital de la Charité. Chaque quartier va développer sa propre activité commerciale, les imprimeurs rue Mercière, les cordiers rue de l'Arbre Sec, les banquiers restent dans le vieux Saint-Jean, bien entendu. Et aujourd'hui encore, si vous avez dans le vieux Lyon tous ces chefs-d'œuvre, tous ces joyaux d'architecture et les insolites traboules, bien entendu, c'est en très grande partie à cette époque que vous le devez. Alors, je parlais de ce surnom de Mirlingue que lui avait donné Rabelais. Mirlingue, c'est-à-dire la ville où l'on parle toutes les langues, un millier de langues. Et pour cause, vous voyez donc cette dimension très active, incroyablement cosmopolite de Lyon au XVIe siècle. Et c'est beaucoup plus tard, en 1930, au XXe siècle, c'est Claude Lemarguet qui, avec son incroyable roman, et alors c'est assez difficile à trouver, mais on y arrive en allant sur Internet, on peut encore trouver Mirlingue la Brumeuse. Il faut lire ce roman de 1930. Le titre complet, Mirlingue la Brumeuse ou 1536 à Lyon sur le Rhône, où vous avez l'impression tout simplement d'entrer dans cette cité à la fois chatoyante et un peu inquiétante, un peu humide, un peu brumeuse comme ça. C'est tout le folklore local en quelque sorte. Alors, il y a aussi à cette époque une véritable agitation. Je ne parlerai pas là de toutes les questions religieuses, mais qui, sur place, ont joué un rôle non négligeable. Il y a aussi cette espèce d'émeute des pauvres qu'on appelle la Grande Rebenne en 1529. C'est un moment très important aussi de l'histoire d'une ville qui ne s'est finalement jamais laissé faire. On pourrait écrire une histoire de Lyon qui serait en quelque sorte une histoire des révoltes. Voilà ce qu'écrit dans son roman de Lyon, Repères, territoire, identité, Bruno Benoît. La violence, on est donc en 1529, parcourt les rues de la ville. Tout commence par une crise frumentaire accompagnée d'une rumeur. Le blé qui manque à Lyon est envoyé en Italie. Alors ça, c'est pas vrai, mais c'est ce que pensent les gens de l'époque. Le 18 avril, des affiches signées « Le pauvre » sont visibles en ville. Elles dénoncent et appellent au rassemblement au Cordeliers pour le dimanche 25 avril. Ce jour-là, le peuple s'en prend aux maisons des riches, dont celle de Symphorien-Champier, un médecin humaniste. Les élites quittent Lyon et le consulat affolé se réfugie pour fuir la violence populaire auprès des chanoines comtes de Saint-Jean. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient toujours leur titre, ces bons chanoines lyonnais. Le 27 avril, pendant que le peuple pille l'abbaye de l'Île-Barbe, les bourgeois organisent une force armée qui rétablit l'ordre avec l'installation de 12 potences afin de punir tous ceux qui ont pu crier « Il faut tuer les gros larrons de la ville ». Le calme ne reviendra qu'en août, mais la bourgeoisie est fortement traumatisée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'histoire de Lyon lui réserve d'autres surprises à cette bonne bourgeoisie lyonnaise et d'autres traumatismes. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Richard Cochian et Jean-Jacques Goldman sur Europe 1. On écoutait un extrait de 2000, un hymne qui a été créé pour la ville de Lyon. Et nous sommes au cœur de Lyon cet après-midi, justement avec vous, Franck Ferrand. Vous êtes en direct et en public depuis les Halles Paul Bocuse. Et vous les entendez, tous Oui. les Lyonnais qui sont venus nous voir, Céline, dans ces Halles Paul Bocuse. Alors il faut en dire un mot de ces halles. Et pour le faire, je suis en très bonne compagnie puisque on va dire le grand gastronome local, Jean-François Mesplède, est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être ici. Alors ce qu'il faut dire, c'est que les halles ne sont ici que depuis le début des années 70, mais qu'avant elles se trouvaient ailleurs. Oui, elle se trouvait ailleurs. Elle se trouvait en fait au Cordelier, où aujourd'hui il y a un immense parking. Elles ont été construites en 1860 à cette époque, sur le modèle un peu des Halles de Paris, mais à l'inverse de Paris, ce n'était pas un marché de gros, c'était plutôt demi-gros, et pas mal de restaurateurs d'ailleurs venaient se servir, venaient faire leurs courses aux Halles. Et ensuite, elles sont devenues un petit peu nid de courant d'air, insalubres. Et il y avait un maire à l'époque à Lyon qui s'appelait Pradel, qu'on avait surnommé Zizi Pradel. On l'appelait même Zizi bon Béton. Et pourquoi ça ? Zizi Béton. Alors les raisons, ne me le demandez pas, mais parce que il a construit beaucoup de choses. Et en fait, le quartier de la Part-Dieu, on s'est aperçu qu'on pouvait déménager les anciennes casernes qu'il y avait ici et qu'on pouvait en faire un quartier vivant. Et on a transporté les halles à la Part-Dieu et on les a inaugurées en 1970. Alors vous êtes l'auteur évidemment du guide annuel Mesplède, le Lyon Restaurant, dont j'ai entre les mains l'édition 2014. On va parler tout à l'heure de cette extraordinaire gastronomie locale, mais avant, un mot de tous ces établissements qui sont ici aux Halles, autour de nous. On est en plein milieu de ces Halles Paul Bocuse, des traiteurs, des écaillers, toutes sortes et puis des bouchons. Voilà, on retrouve tous les métiers de gourmandise. En fait, Lyon est capitale de gourmandise. Vous disiez tout à l'heure qu'elle était arrosée par 2 fleuves. Si je reprends Léon Daudet, il disait 3 fleuves, le Rhône, la Saône et le Beaujolais, qui n'est jamais ni limoneux ni à sec. Et je trouve fabuleux que le maire de Lyon, on parlait tout à l'heure de Herriot, qui avait ses habitudes chez la mère Brasier, on parlait de Raymond Barre, qui était membre du Club des 100. Le maire de Lyon, qui, sur ce que j'en sais, se tient mieux à table qu'à cheval, a eu l'idée un jour de donner le nom Paul Bocuse aux Halles. Et je pense que dans ce temple de gourmandise, c'est extraordinaire. Moi, j'aimerais même qu'on aille plus loin. C'est que demain, les petites allées qu'il y a, on leur donne le nom de ces Lyonnais célèbres en gastronomie que sont Nandron, Vétard, Brasier, Roucou, parce que c'est un temple du bien manger. Alors, cette gastronomie lyonnaise, nous y venons dans un instant avec vous, Jean-François Mesplède. Avant ça, j'aimerais évoquer un autre grand moment de l'histoire lyonnaise qui, en ce moment, est à l'honneur. Et je le fais parce que notre dernière invitée est arrivée. Bonjour, Maria-Anne Privas-Savigny. Vous étiez dans le train au tout début de l'émission, donc j'ai eu un tout petit peu peur, mais vous nous avez rejoints. Oui. Vous êtes ici, tout va bien. Et nous allons parler avec vous d'une exposition sur cet extraordinaire événement de 1914. C'est le centenaire, ça va l'être en tout cas. Ça va l'être, oui, en effet. Vous parliez d'Édouard Herriot tout à l'heure. C'est Édouard Herriot qui est à l'origine de cette manifestation, qui est une exposition internationale urbaine qu'il a ouvert le 1er mai 1914 pour la fermer le 11 novembre 1914. Alors, l'exposition, l'actuelle, se tient au musée Gadagne. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Toutes sortes de vestiges de ce grand événement ? Oui, on y explique surtout la genèse de cet événement et ce qu'Herriot a voulu montrer au monde en 1914, c'est-à-dire son grand projet pour Lyon et de faire de Lyon une cité moderne, hygiéniste et soucieuse de la santé et du bien-être de ses habitants. Alors, exactement, que réalise-t-il en 14 ? Quelle forme est-ce que ça prend à l'époque ? Alors l'exposition internationale urbaine a lieu... C'est une sorte, c'est presque une expo universelle, quelque part. Pour donner, pas tout à fait. Parce que j'ai des photos, je regardais des photos de l'événement, il y a ce caractère très spectaculaire et très grandiose. Oui, tout à fait. L'exposition internationale s'inscrit dans la lignée des expositions universelles. Néanmoins, elle va au-delà, puisque ce n'est pas seulement une exposition industrielle et commerciale. C'est vraiment l'exposition d'un projet urbain et un effort de comparaison entre ce qui se fait dans les autres grandes métropoles européennes. Donc cette exposition a une visée, pour Édouard Herriot en tous les cas, de
montrer au monde et à l'Europe ce que son projet pour Lyon est de le mettre en lien avec ce qui se fait ailleurs en Europe. Il y avait eu beaucoup de visiteurs déjà à l'époque. Il y avait eu beaucoup de visiteurs, même si la guerre qui éclate le 3 août nuit forcément au succès de l'exposition. C'est extraordinaire cette année 14, hein, ce bel été 14 dont on parle tant. Il y avait une forme d'insouciance relative, même si l'affaire Caillot agitait beaucoup les esprits à l'époque, mais la France en général et la région lyonnaise en particulier n'étaient pas vraiment conscientes d'entrer dans la guerre. Et effectivement, au creux de l'été, au fort de l'été, éclate la Première Guerre mondiale. Or, l'exposition ne fermera ses portes, elle, que le 11 novembre. Oui. Donc évidemment, la fin de l'exposition est un petit peu douloureuse. Douloureuse, voilà, oui. Disons que vous parlez d'une espèce d'insouciance. Je dirais plutôt qu'il y a une volonté et un souhait d'un certain nombre de personnalités de travailler ensemble et de partager leurs connaisses. Et c'est notamment le cas à Lyon en 1914 avec la forte présence allemande et autrichienne et une certaine entente entre les spécialistes de l'hygiénisme. Et on est dans cette émulation intellectuelle de comparaison et de développement de cette cité hygiéniste. Alors vous disiez 18 nations présentes, dont 11 ont leur propre pavillon, toutes sortes de pavillons thématiques qui vont dans le sens de cet hygiénisme dont vous parlez, de l'industrie, du développement. Il y a une foi dans le progrès qui est encore très grande. J'entendais l'un de nos grands historiens dire l'autre jour sur d'autres ondes que la notion de progrès disparaissait avec la Première Guerre mondiale. On pourrait presque dire que, en tout cas, cette exposition lyonnaise en est l'exemple, car à l'époque, on y croit encore fortement. On est convaincu de l'utilité d'un certain nombre de révolutions dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'horticulture et donc de l'agriculture, enfin, etc. C'est foisonnant. C'est aussi l'époque de la construction de la halle Tony-Garnier. Oui, la halle Tony-Garnier a été décidée dès 1906 pour abriter les nouveaux abattoirs. Donc elle a été utilisée pour l'exposition internationale. Ensuite, elle va accueillir des blessés jusqu'au début de l'année 1915 avant d'être transformée en usine pour la fabrication des obus. Elle ne deviendra abattoir qu'en 1928, mais elle est aussi le symbole de ces nouvelles conceptions hygiénistes dans le traitement des viandes de manière à ce qu'elles arrivent auprès du consommateur dans les meilleures conditions pour assurer sa santé. Merci beaucoup Marianne Privas-Savigny. Vous êtes donc conservateur en chef du patrimoine, c'est vous qui dirigez les musées Gadagne et puis commissaire de cette exposition qui s'appelle Lyon, centre du monde, l'exposition internationale urbaine de 1914. C'est jusqu'au printemps prochain, jusqu'au 27 avril 1914 en fait. Oui, c'est ça. Alors d'une à l'autre, nous revenons à celle-ci dans un instant et à l'histoire fantastique de la gastronomie lyonnaise. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes toujours au cœur de Lyon sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand, en direct et en public des Halles Paul Bocuse. Et je sens que vous allez nous mettre l'eau à la bouche, Franck. Franck, est-ce que vous m'entendez ? Franck est en direct des Halles Paul Bocuse en ce moment. Nous sommes en direct de Lyon. Ça y est, Franck, je vous entends. Je suis de retour. Oui, je disais que nous sommes toujours en direct des Halles Paul Bocuse. Et que je sentais bien que vous alliez nous mettre l'eau à la bouche, Franck. J'ai entre les mains le magazine Détour en France spécial Lyon, qui nous parle de toute l'histoire, 2000 ans d'histoire lyonnaise et qui évidemment consacre toute une partie à cette extraordinaire gastronomie. Ça s'appelle À table avec les mères lyonnaises. On va voir dans un instant qui sont ces mères lyonnaises. On peut dire, Bruno Benoît, que vous êtes un peu, vous, né dans la marmite. Vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit. Votre père était un des grands gastronomes de cette ville. Oui, c'est vrai que j'ai pas été retenu par le talon, donc j'ai pu bénéficier de la totalité de la marmite. Et il est évident que la cuisine lyonnaise fait partie de ce que j'appelle l'identité lyonnaise. Ça fait partie de ce patrimoine que la ville de Lyon a redécouvert, je dirais, assez récemment. Il y a eu une belle exposition aussi à Gadagne sur gourmandise qui a rappelé cette dimension. Et il est vrai que cette dimension gastronomique s'inscrit dans un patrimoine historique, puisque moi j'explique personnellement que ces fameuses mères, mais Jean-François Meslin dira peut-être autre chose, que
Elles sont liées à ces gouvernantes des grandes maisons bourgeoises qu'il y avait avant la Révolution, que la Révolution déstructure, et ces femmes qui savaient faire la cuisine s'installent à leur compte dans un... Oui, parce qu'elles ont perdu leurs employeurs, en quelque sorte. Exactement. Elles ont plus leur employeur et elles vont faire une cuisine qu'elles savent faire, une cuisine familiale qui fait partie de cette tradition lyonnaise où il y a 2 grandes filières dans la cuisine lyonnaise. Cette cuisine, on dirait riche en beurre, tout en beurre, cette cuisine, et puis cette deuxième cuisine qu'on appelle guignolaise, cette cuisine populaire qu'on fait à partir de accommoder les restes et qui aujourd'hui anime ces fameux bouchons lyonnais et bien évidemment qui sont aujourd'hui pour la fête des Lumières à l'honneur. Alors ces mères lyonnaises, certaines sont célèbres, Jean-François Mesplède. Oui, j'en citerai 3 par ordre chronologique. Je citerai d'abord la mère Fillou, qui était rue Duquesne, pas loin d'un hippodrome à l'époque, et donc qui a eu une belle clientèle. La mère Brasier, qui avait dû, en 1914, quitter la ferme de l'Ain où elle était parce qu'elle s'était retrouvée, on appellerait ça aujourd'hui mère célibataire, mais elle s'est retrouvée fille-mère. Elle est venue avec son gamin. Elle a travaillé dans des cuisines bourgeoises avant de s'émanciper. C'est un parcours assez extraordinaire parce que quand les femmes ont eu le droit de vote, quand on sait qu'elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, etc., et que la mère Brasier, en 1933, devient la première de l'histoire à avoir 2 fois 3 étoiles Michelin, c'est fabuleux. Avec sa volaille de mi-deuil. Voilà, volaille de Brest de mi-deuil. En fait, on soulève un peu la peau et on y glisse des lamelles de truffe, mais un plat aussi simple aussi que le fond d'artichaut au foie gras, c'est-à-dire qu'on a tourné des faux d'artichaut à cru et on y a mis une rondelle de foie gras qu'elle faisait venir d'ailleurs du Périgord. Et la troisième... J'ai l'impression d'entendre notre ami Jean-Luc Petit-Renaud. Je ne suis pas dépaysé du tout. La troisième, pour moi, c'était Léa, qui avait un restaurant La Voûte. Et en fait, elle disait, quand elle faisait la cuisine, elle était tellement bien qu'elle était obligée de couper le bout de ses chaussures parce qu'elle avait les doigts de pied à l'éventail. Et quand elle faisait son marché, elle avait une petite pancarte sur son chariot où elle mettait faible femme mais forte en gueule. Voilà, ça pour moi, c'était les 3 femmes qui avaient une vraie autorité. Par exemple, un jour, Louis Pradel monte au col de la Luère pour manger chez la mère Brasier et il est en retard. Et donc, il y a beaucoup de monde qui l'attend. Et la mère Brasier le laisse dans l'entrée et lui dit « Attendez, le maire de Lyon peut attendre, mais les quenelles n'attendent pas. Il faut qu'on serve les quenelles parce que vous savez qu'à Lyon, la quenelle, elle est gonflée. Et si on la sert trop tard, comme on dit à Lyon, elle s'abouse. Donc, elle est plus intéressante. » Alors la quenelle, c'est évidemment l'une des grandes... On a parlé des volailles de mi-deuil de la quenelle, ça fait partie des grandes spécialités locales. Il y en a d'autres. Le boudin aux pommes, que je viens de goûter à l'instant, du reste. Oui, il y a énormément de choses, parce qu'en fait, vous savez, c'est encore Paul Bocuse. Alors tout à l'heure, on a parlé du primat des Gaules. Moi, je parlerai du primat des Gueules, Paul Bocuse. Et il disait Lyon est quand même un énorme carrefour. Ça a été un carrefour d'affaires, bancaires, tout ce qu'on veut, mais vous avez tous les vignobles autour, vous avez la Bresse, vous avez la vallée du Rhône. Donc il y a tous les meilleurs produits, et Léa, le Paul Bocuse en sont les témoins, il y a tous les meilleurs produits qui viennent à Lyon. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas aujourd'hui tomber dans la caricature pour Lyon. Je pense qu'on peut trouver de la restauration rapide au restaurant 3 étoiles, toute catégorie de plats, et je ne sais même pas s'il y a une cuisine typiquement lyonnaise. Ah, mais quand même, alors vous savez, ça c'est parce que vous êtes complètement dedans, mais je vous assure que lorsqu'on est un peu à l'extérieur, on ressent quelque chose de très particulier. D'abord, il y a une ambiance, il y a une espèce de chaleur, on a l'impression qu'à Lyon, tout se fait dans un climat gastronomique, en quelque sorte. Ouais. Ça fait partie de la vie. Je vais vous citer 2 exemples. Vous êtes au restaurant avec vos amis. À table, vous ne parlez que de restaurant, c'est-à-dire celui que vous venez de faire, celui que vous allez faire et celui que vous êtes en train de faire. Vous êtes en affaires dans certaines villes, vous traitez l'affaire et quand elle est signée, on dit on va arroser ça au restaurant. À Lyon, vous traitez l'affaire au restaurant. Et si vous ne savez pas vous tenir à table, vous êtes rayé. Et quand on a parlé tout à l'heure du maire de Lyon, un petit peu adoubé quand même par Raymond Barre, parce que je pense que Raymond Barre et Gérard Collomb avaient le même amour de la table que certains maires de Lyon n'avaient pas du tout, et ça à Lyon, ça pardonne pas. Eh oui. On vous juge sur comment vous vous tenez à table. Alors, pardon, je reviens à mes plats. Mais il y a quand même des spécialités. Parlez-nous de tous les abats, notamment. Oui. Alors, le tablier de sapeur. Il y a le tablier de sapeur, c'était le maréchal de Castellane, on lui avait donné ce nom. Il y a le gratin de macaroni, il y a
On a importé un petit peu le gratin dauphinois, on a pris les pralines pour les travailler, elles viennent du Dauphiné. Il y a vraiment beaucoup de choses. La tarte aux pralines, évidemment. Ah oui, la tarte aux pralines, c'est assez fabuleux. Et puis il y a tous ces saucissons là. Enfin, si j'ose d'ailleurs employer ce terme, je sais que vous n'allez pas être d'accord, mais la rosette, le Jésus, qui a cette forme assez particulière. Je serais tout à fait d'accord, et vous avez quelqu'un ici qui est au Hall depuis 60 ans, cordelier, et qui s'appelle Colette Sivilla, notre coco national. Oui. Faut aller acheter ses saucissons briochés, faut aller acheter son Jésus. Ce que je voulais dire pour la gastronomie, c'est qu'il y a des restaurants où ne vont pas aller beaucoup de Lyonnais, on les laisse aux touristes, on les laisse aux Parisiens, et où on va vous servir des choses pas intéressantes. Vous êtes sur le seuil, on vous dit le plat du jour est à 15 €, si vous rentrez tout de suite, je vous le fais à 13. Ouais. On vous le laisse, ça. Nous, les Lyonnais, on n'ira pas. C'est pas parce qu'il y a des nappes à carreaux rouges et blanches sur les tables que pour autant c'est un véritable restaurant lyonnais. Hein. Voilà, et certains, quand ils en sortent, disent c'est un super restaurant, la serveuse était mignonne. Même si on peut l'apprécier, je pense qu'on va avant tout au restaurant pour le contenu de l'assiette. Vous parliez des emprunts au Dauphiné, enfin à toutes les régions autour, et même à certains pays. Il faut dire aussi que Lyon, par sa position géographique, était propice à ce mélange des saveurs. Tout à fait, et encore une fois, Paul Bocuse disait « Quand je vois quelque chose qui me plaît, je ne copie pas, mais je fais pareil ». Et donc c'était ça. Et la soupe aux truffes, comment c'est né ? C'est né simplement, c'est une soupe que faisaient les paysans de l'Ardèche, une soupe paysanne. Ils avaient des truffes, ils faisaient la râpée de truffes comme ça. Son ami Héberlin faisait le chicken pie, c'est-à-dire qu'il y avait une couverture. Il a fait ça, il l'a servi à Giscard d'Estaing quand il lui a remis la Légion d'honneur. Le président lui a dit « Et maintenant, monsieur Bocuse, on fait quoi ?» Et Bocuse lui a dit, président, on casse la croûte. La soupe VGE, ça vient de là ? Voilà, soupe VGE, comme le gâteau au chocolat qu'on appelle gâteau président, qui est un gâteau au chocolat qu'avait fait Bernachon. Vous savez que le fils Bernachon et la fille Bocuse se sont mariés, et donc il l'a servi à l'Élysée. Et aujourd'hui, on appelle le gâteau président, qui, comme la volaille à la tour d'argent, est numéroté. Ça veut dire que quand vous l'achetez, on vous donne un certificat d'authenticité. Georges Kepenekian, est-ce qu'à la mairie de Lyon, on attache une importance particulière à ce patrimoine gastronomique ? Est-ce que vous êtes bien conscient de l'incroyable plus que ça apporte à votre ville et région ? Non, mais non seulement on y attache de l'importance, mais on essaye de le cultiver, de le développer. Quand on reçoit un héritage, le rôle des héritiers, c'est de l'amplifier et de le faire fructifier. Lyon vient d'être choisie comme cité de la gastronomie avec quelques autres villes de France, et elle va tenir haut la dragée. Vous savez qu'il y a des rencontres autour de toute l'alimentation, de toute la chaîne de création. Il y a un Bocuse d'or qui est décerné tous les 2 ans à Lyon. Bref, le patrimoine pour nous est une manière de vivre le présent et pas seulement de s'inscrire dans une mémoire passée. Donc le patrimoine à Lyon, il se recrée exactement comme la fête des Lumières, c'est se transformer pour être aujourd'hui dans son temps et être en innovation. Et la gastronomie à Lyon est aussi inscrite dans cette logique. Alors, on parlait à l'instant, enfin tout à l'heure, de Brasier, de Point, de tous ces grands noms, évidemment. Il y a aussi de jeunes chefs. Hein. Nous sommes dans une émission historique, mais ça n'empêche pas de jeter un petit coup d'œil à ce qui va se passer dans l'immédiat futur. Mais écoutez, actuellement, si on prend comme référence le guide Michelin, Lyon après Paris, mais Paris est hors concours, est la ville la plus étoilée de France. Et par contre, c'est vrai que Lyon ne s'endort pas sur son passé. Lyon a des jeunes chefs, j'en citerai un seul, Mathieu Vianney, qui a repris justement le restaurant de la mère Brasier, qui lui a donné une nouvelle vitalité, qui a 2 étoiles au guide Michelin. La différence, c'est qu'à une époque, dans les années 60-70, tous les chefs lyonnais étaient nés natifs de Lyon. Aujourd'hui, ils viennent d'un peu partout, attirés par ça. Et prochaine recrue, ça ouvrira en avril 2014. Christophe Roure, qui vient de Saint-Just-Saint-Rambert, 2 étoiles au Michelin, meilleur ouvrier de France, et qui s'installe dans le quartier des Brotteaux. Alors, dans un instant, je vais vous parler de l'origine des bouchons. Ce sera notre rubrique Retour aux origines. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, toujours en direct de Lyon, à la question de Suzanne qui nous l'a envoyée par mail sur europe1.fr et qui souhaite connaître l'origine du bouchon lyonnais. Eh oui, on l'avait mise de côté, cette question, évidemment, sur les bouchons lyonnais. Alors, Félix Benoît, le père de Bruno Benoît, décrivait ainsi les bouchons.
Dans ces bouchons, écrivait-il, s'épanouit une ambiance qui ne souffre pas l'exportation et dont la fortune fugace procède de critères impondérables qui tiennent à la fois de la qualité du vin servi au comptoir, de la tête du patron et des pieds de cochon présentés sur sa table. D'où vient ce terme de bouchon? Peut-être des bouchons qu'on utilisait pour bouchonner les chevaux, vous savez, c'est-à-dire de ces morceaux de paille pour bouchonner les chevaux pendant que les convives se restauraient. Peut-être aussi et plus probablement du rameau de branchage qu'on suspendait au-dessus de la porte de ces petits cabarets. Il pouvait aussi peut-être s'agir d'une grappe de pommes de pin qui était l'emblème de Bacchus, un faisceau de branchage qu'on appelait en vieux français bouche ou bouchon, d'où le terme consacré. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts européens, nous vous proposons Franck de faire vos courses de Noël pour toute la famille, pour tous vos amis, sans bouger de votre canapé et sans vous ruiner. Vous voulez connaître nos secrets Franck? Eh bien oui, et pour tout vous dire, mes courses de Noël, je vais les faire à Lyon moi cet après-midi. Ah bah vous pouvez aussi, sinon vous pouvez vous les faire sur internet, on a les meilleurs plans, vous posez vos questions ou vous nous donnez vos bons plans au 3921 ou sur europe1.fr Franck. Merci beaucoup Elena. Merci à Georges Kepenekian, à Bruno Benoît, à Marianne Privas-Savigny, à Jean-François Mesplède. Merci au public de Lyon. Vive Lyon et la gastronomie et vive la fête des Lumières, bien entendu.